ou notamment quoi faire quand on ne sait pas quoi faire. Donc, évidemment, il y a deux versants là-dessus. C'est la connaissance théorique. La connaissance théorique, ça peut se peaufiner en étudiant des parties classiques. Donc, connaître des parties classiques de maître, par exemple, savoir étudier des champions, par exemple, Alekhine, Kasparov, Karpov. Donc, connaître les classiques, ça permet de reconnaître des patterns de plans dans les ouvertures typiques qu'on joue pour les reproduire potentiellement dans des parties qu'on joue. Donc, des plans typiques, savoir un peu placer où les pièces dans différents systèmes d'ouverture. Donc, bien évidemment, être capable de calculer. Donc, c'est important d'être capable de calculer concrètement ce qu'on veut rechercher dans une position aux échecs. Donc, on va évaluer les échecs, les captures, les menaces, par exemple les menaces de mat. C'est important. Et les ruptures de pions, très important. Étudier les leviers de pions sont importants. Puis, évidemment, les captures de pions. Donc, les leviers de pions. C'est quoi un levier de pion? Je vais donner un exemple. E4, D5 par exemple est un levier de pion. Donc ça évite un changement de structure potentiellement. T'sais. Je ne dis pas que c'est une bonne ouverture, je ne suis pas un grand fan de la Scandinave, mais c'est un levier de pion. C'est juste pour illustrer l'exemple. Donc c'est ça. Connaître les classiques, c'est important. Donc j'ai deux parties classiques que je vais montrer durant la leçon, partie par Karpov sur la structure Carlsbad. Donc, je vais démontrer ce qu'est une structure Carlsbad. Dans le fond, on va retrouver cette structure-là, notamment dans deux ouvertures. Le gambit de la dame, la variante d'échange. Puis, souvent, ça va se produire ainsi, juste pour illustrer l'idée. Ce n'est pas le meilleur ordre de coup. Généralement, les blancs commencent par cavalier C3. Puis, éventuellement, il y a une variante d'échange. Puis, pour illustrer l'idée, juste quelques coups, la structure Carlsbad se produit ainsi. Donc, on a une structure où les blancs ont un 2 contre 1 au centre. Donc, c'est jamais mauvais d'avoir plus de pions dans le centre, en général. Cela dit, la position des noirs est totalement viable et jouable théoriquement. C'est super correct. Mais un des plans typiques dans cette ouverture-là va être éventuellement de pousser B4, puis B5. Puis l'idée de B4, B5, éventuellement, ça va être d'échanger ici, puis de créer un pion faible. Puis après, j'ai toujours peur de cacher un peu le monde, donc cacher l'échiquier. Donc, prendre en C6, puis le pion pourrait devenir potentiellement faible. Donc, la structure Carlsbad, c'est ça l'idée typique. Je vais montrer également comment on peut obtenir une structure Carlsbad dans une variante d'échange de la défense Caro-Can. Donc, j'ai joué beaucoup la Caro-Can. Ça a été une ouverture qui a été en pierre angulaire pour devenir expert. Donc, ici, il y a une variante. Ouais, ça va tout le monde de voir. Donc, une variante d'échange de la Caro-Can. Donc, par exemple, les blancs peuvent jouer fou D3, cavalier C6, C3. Puis, par exemple, j'aime dame C7 ici. Et juste pour illustrer l'idée, éventuellement, on a la même structure caractérisée par les noirs ayant un 2 contre 1 au centre. Puis, la possibilité subséquemment de jouer B4, B5. Donc, potentiellement, je peux par exemple juste montrer comment ça peut se produire là, de façon typique. Admettons quelques coups de développement. Donc, ici, il y a une menace tactique. Donc Et aussi, dans cette structure-là, ce qui est intéressant, c'est de savoir quels échanges sont favorables des deux côtés. Donc, notamment, les noirs ne seraient pas mécontents d'échanger ce fou-là contre ce fou-là. Puis, ça peut se produire facilement en faisant fou G6 éventuellement. Puis, ce fou-là ici est le bon fou de structure des noirs. Donc, il y a beaucoup de mobilité. Il n'est pas obstrué par des pions. Donc, ça, c'est un échange typique dans ce type de jeu-là. Puis, les noirs vont préparer une attaque de minorité. Donc, par exemple, cavalier BD2, roc. Puis, mettons, tour 1. Les noirs peuvent préparer la poussée du pion B5, B4 en faisant tour B8. Donc, éventuellement, ce qui peut se produire,
Une trappe typique, c'est si les blancs font dame C2. Là, on retrouve une tactique souvent où si les blancs ne sont pas prudents, je donne un exemple, les blancs jouent, mettons, un coup au centre. Ça, c'est une tactique typique. Donc, c'est important de connaître des tactiques qui se retrouvent souvent dans une position. Donc, si les noirs capturent le pion, capturent le cavalier, ils perdent la paire de fous. Puis après, les pièces noires infiltrent la position. Donc, il y a tout le temps des patterns tactiques qui se retrouvent dans les ouvertures. Puis souvent, en regardant des parties de maître, on peut retrouver ces patterns-là dans des parties de façon thématique. Donc, en connaissant les structures, puis les plans inhérents, bien souvent, ça permet de trouver les bons plans dans les ouvertures qu'on joue. Donc, par exemple, un joueur que j'aime beaucoup regarder, c'est Karpov. Il y a beaucoup de parties positionnelles. C'est un champion du monde qui étudie beaucoup Capablanca. Puis également Capablanca aussi, un joueur que j'aime beaucoup regarder. Donc, c'est le fun des fois de regarder des parties de joueurs dont le style nous ressemble. Mais c'est bon de savoir un petit peu comment jouer tous les styles. Parce que si par exemple, il y a différents types d'avantages aux échecs. Donc, un avantage dynamique, c'est souvent quand tu as plus de pièces de développer. Donc, le plus courant avantage dynamique, c'est avoir une avance de développement, donc plus de pièces dans l'attaque. À ce moment-là, c'est important d'agir vite pour attaquer. Il y a aussi les avantages statiques. Donc, un avantage statique aux échecs, c'est par exemple un avantage matériel, un roi plus en sécurité, un avantage de structure. Donc, ça c'est plus des avantages statiques. Donc, un avantage statique, tu vas vouloir jouer positionnel, tranquillement, faire des échanges favorables. Si tu as un avantage matériel, c'est simple, tu simplifies la position, tu échanges les dames, tu essaies d'aller en finale. Mais un avantage dynamique, c'est tout autre. Là, il faut agir vite. Aussi, si on a des avantages aux avantages statiques, par exemple, on a un pion de moins. Donc là, on ne veut pas simplifier. Là, on veut compliquer, on veut attaquer. Donc, pour créer des chances dynamiques. Puis, mais c'est possible de sacrifier un pion aussi, pour avoir un avantage dynamique aussi. Là. Ça peut être une idée. Mais dans quel cas, un sacrifice de pion versus une position fermée, lequel est mieux? Ben écoute, souvent, tu sais, le fait d'avoir la paire de fous, par exemple, peut être un facteur. Par exemple, si tu as une position ouverte, puis tu dis, OK, je vais sacrifier un pion, mais la position va devenir ouverte, puis mes fous vont vraiment être, vont trancher l'échiquier, vont avoir des diagonales puissantes. Ben à ce moment-là, j'ai appris des leçons avec le grand maître Boris Saarbrück. Puis Boris Saarbrück, dans une position ouverte, contre la paire de fous pour 7 points. Carrément, il donne un point de plus pour la paire de fous dans une position ouverte. C'est sûr que même dans les positions fermées, des fois les fous peuvent être bons aussi. Ça dépend là, mais c'est vraiment du cas par cas. Là. C'est sûr que si vraiment la position est bloquée, là, les fous ne seront pas bons, là, on s'entend. Là, mais c'est parce que souvent une position bloquée, elle ne restera pas bloquée tout le temps. Parce que souvent il y a des levées de pions qui permettent d'ouvrir aussi. Donc à long terme, ça peut devenir un avantage, même si au départ c'est fermé. Mais, donc quand on a la paire de fous, une bonne stratégie, c'est d'ouvrir la position. Pour ouvrir des diagonales pour les fous. Donc, OK. Alors, on peut parler du processus de réflexion. Donc, quand votre adversaire vient de jouer un coup, qu'est-ce que vous pensez en premier quand votre adversaire vient de jouer un coup? Ça serait quoi la question que vous devez vous demander à ce moment-là? Y a-t-il quelqu'un qui pense... Et toi, tu as levé la main en premier? Ouais, quelles sont ses intentions en rapport avec ce coup? Qu'est-ce qu'il veut faire? Excellent. C'est ça. C'est quoi qui menace? C'est quoi son plan? Donc là, on peut calculer les échecs, les captures, les menaces, notamment les menaces de maths. Si on menace de se faire mater, c'est une menace assez sérieuse. Puis vraiment les ruptures de pions, les changements de structure, les levées de pions, puis les échanges de pions, les captures de pions. Donc c'est ça. Les captures, c'est très important parce que toute série de coups forcés qui peut mener à un gain quelconque, que ce soit une attaque ou sur le roi ou un gain matériel tout simplement, c'est à calculer. Donc essayez de calculer concrètement ce qui se passe là, tactiquement. Donc votre adversaire, c'est quoi qui menace, c'est quoi son plan. Après ça, on peut regarder nos possibilités à nous, les échecs, les captures, les menaces.
les ruptures de pions, les levées de pions. Comment on peut créer du jeu sur le roi adverse, par exemple, ou tout simplement créer une faiblesse dans sa position, attaquer une faiblesse. Puis aussi, après ça, si on n'a pas nécessairement de gain concret tactiquement, en ayant calculé, là, on peut formuler un plan. Donc, formuler un plan, ça serait de dire, OK, je vais attaquer à telle aile parce que j'ai plus d'espace, par exemple, avec mes pions à telle aile. Donc, si par exemple, on a une structure comme ça, juste pour illustrer, là, donc une structure fermée comme ça, la chaîne de pions pointe à l'aile dame. Donc, les blancs vont tenter éventuellement d'attaquer à l'aile dame parce qu'ils ont plus d'espace avec le pion en C5 à l'aile dame. Donc, les structures, souvent, quand il y a des structures fermées, où pointe la chaîne de pions va indiquer où on va jouer sur l'échiquier. Donc, les blancs, ça serait logique d'attaquer et d'essayer de créer une faiblesse ainsi. Juste pour illustrer un petit peu avec la structure, comment on peut procéder. Donc, essayer de formuler un plan. Aussi, une méthode simple de penser, c'est quelle est notre pièce la moins active. Donc, par exemple, si on a une mauvaise pièce, un fou bloqué ou un cavalier qui est le long de la rampe, comment on peut activer cette pièce-là potentiellement dans la position? Donc, c'est un petit peu le même principe que le développement. Donc, très important, le développement, activer plus de pièces. Donc, par exemple, si on a plus de pièces de développer, bien souvent, c'est un avantage dynamique. Donc, il faut agir vite parce qu'on a une supériorité numérique. C'est comme au hockey, une supériorité numérique. Donc, là, on essaie d'attaquer avec, vu qu'on a plus de pièces en attaque, là, on a un avantage dynamique. Donc, on essaie d'agir rapidement. Ouais. Donc, c'est ça, tu sais, c'est sûr que reconnaître le plan de l'adversaire aussi, ça prend de l'expérience. Donc, c'est important de s'entraîner, jouer des parties quotidiennement, puis idéalement, analyser les parties après. Donc, maintenant, avec les bases de données, notamment une base de données qui est facile à utiliser, c'est Chessbase Database Online. Donc, pour environ un montant ridicule comme 10$ par mois, tu es capable d'avoir la base de données sur un téléphone cellulaire ou un laptop de toutes les parties qui ont été jouées en grand maître à haut niveau. Donc, ça peut être utile de juste rentrer, mettons, une ouverture que tu aimes. Par exemple, si on aime la partie écossaise, par exemple, T4, tu rentres les coups principaux de l'ouverture. Puis là, tu fais juste cliquer sur l'échiquier, puis là, tu as toutes les parties qui ont été jouées dans cette variante-là à haut niveau. Puis là, tu peux te gâter puis regarder les parties de grand maître, tenter de comprendre les coups, comprendre les idées. Puis simplement en faisant cet exercice-là, tu peux progresser beaucoup. Là. Donc, c'est ça. Oui. Comprendre les idées. Tu sais, tu prends les parties des grands-mères, et tu dis, je vais essayer de comprendre son idée. Oui. Je ne la connais pas, son idée. Tu ne connais pas son idée. Ben là, tu sais, tu peux aussi, à ce moment-là, pour comprendre l'idée, ben, te munir d'un livre. Donc là, tu vas avoir une explication. Tu peux te munir d'un coach. Moi, je coach. Il y a plein de monde qui coach qui sont bons là-dedans. Là. Donc, à ce moment-là, la personne peut plus t'introduire à c'est quoi une stratégie. Là, parce que c'est vrai que si tu pars de nulle part, c'est difficile de concevoir une stratégie. Là. C'est sûr que moi j'ai lu beaucoup de livres, là, notamment les livres de Garry Kasparov, On My Great Predecessors. J'ai beaucoup aimé. J'ai étudié les champions. J'aimais beaucoup étudier les champions du monde, Alekhine, Capablanca, Karpov. J'ai lu beaucoup de livres sur Karpov. J'aime beaucoup lire, quand même. Là, je le fais pas assez parce que là, de ce temps-là, je suis pas mal occupé. Mais j'ai quand même je pourrais vous montrer là, sur mon téléphone, j'ai pas mal de livres sur New in Chess, des livres e-book, puis je lis dans mes pauses de travail, des trucs comme ça. Donc, évidemment, il y a aussi, pour formuler un plan, c'est aussi de jouer en fonction des principes d'ouverture. Donc, les principes d'ouverture, notamment, le contrôle du centre est très important. Donc, occuper le centre avec des pions, tu sais, comme si les noirs ne luttent pas pour le centre, je ne sais pas que c'est une mauvaise ouverture pour les noirs, là, les noirs peuvent contre-attaquer dans ce type d'ouverture-là, mais
de façon classique, c'est intéressant de placer les pions dans le centre. Donc, Max Euvé disait que, par exemple, juste pour illustrer l'idée, ce type de structure-là, si les noirs prennent ici, puis que les blancs prennent ici, les noirs ont ce qu'on appelle un demi-centre. Donc, ils n'ont pas un pion qui occupe le centre, comment je pourrais dire, classique aux échelles. Ça, c'est vraiment le centre classique. Donc, un pion qui occupe une de ces cases-là centrales, c'est un avantage. Tandis que si on a donné le centre, bien là, on a moins d'espace. Puis on remarque aussi que les deux fous blancs ici sont déjà mobiles. Donc, souvent, quand on occupe le centre, bien, ça active nos pièces. Puis ici, ben, le fou est quelque peu bloqué par le pion. Donc, ça, c'est un demi-centre. Donc, en général, c'est important de garder un point fort au centre. Et je vais donner un exemple d'ouverture où c'est une de mes ouvertures que je fétiche, que je joue tout le temps. Ça s'appelle la défense semi-slave. Donc, on a un début, un ordre de coup qui s'appelle une défense slave pour commencer. Mettons, les blancs développent le cavalier. Les noirs jouent E6. Donc, les noirs ont un point fort au centre. Donc, ils ont établi un point fort au centre. Puis, ils menacent également, potentiellement, si les blancs perdent du temps, de prendre le pion, tout simplement le garder. Donc, c'est une semi-slave. Donc, juste pour illustrer cet exemple-là, d'ouverture où on érige un point fort au centre. Il ne faut pas être dogmatique. Des fois aussi, on peut le donner le centre, mais dans le but d'activer nos pièces. Donc, c'est toujours le but, c'est d'activer des pièces, par exemple, ouvrir des fous. Dans le semi-slave, le problème aussi, c'est que ce fou-là ici est enfermé. Donc, il faut régler ce problème-là un jour. Donc, par exemple, prendre en C4, pousser B5, puis développer le fou ici, par exemple. OK. Donc, c'est ça, les principes d'ouverture. Contrôle du centre, développement, sécurité du roi. Donc, rocker, ça peut être souvent une stratégie assez usuelle. Il ne faut pas être dogmatique. Des fois, ça peut être bon de laisser le roi au centre si on a une compensation quelconque, par exemple une attaque vite. Mais en général, c'est bon de rocker. C'est un principe assez classique. OK. Donc, on a parlé de la structure Carlsbad. Donc, j'ai une partie dans la structure Carlsbad qui a été jouée par le champion du monde Anatoly Karpov en 1989. Puis,